Je l'ai dit tout à l'heure, nous recevons sur ce plateau donc notre invitée du jour qui est Madame Joëlle Épée Mandeng. Bonjour Madame. Bonjour, bonjour Vous allez Aïcha. bien? Oui, ça va très bien, grâce à Dieu et vous-même. Ça va, je vais très bien. Alors, nous allons partager cette rubrique en 3 parties. La première partie, c'est votre parcours, votre biographie et tout ce qui a trait à votre carrière sur l'amour que vous portez sur les BD. D'accord. Okay. Ensuite, le confessionnal avec des questions un peu plus propres à vous pour savoir réellement qui vous êtes. Et en dernière partie, la phase finale, la phase de l'information sur vous, sur questions qui a trait réellement, comment je vais appeler ça, aux conseils que vous allez donner aux personnes qui rêvent de faire comme vous. D'accord. Okay? D'accord. Je commence, vous allez écouter. Madame Joëlle Épée Mandeng, également connue sur le pseudonyme Elions, est une autrice, dessinatrice de bande dessinée et commissaire d'exposition camerounaise née à Bafoussam. Elle est une figure majeure de la bande dessinée africaine contemporaine, reconnue pour son engagement dans la promotion des arts graphiques sur le continent. Titulaire d'une licence en lettres modernes obtenue à l'université de Boa, Joëlle Épée Mandeng a poursuivi ses études en art graphique à l'école supérieure des arts Saint-Luc de Liège en Belgique. Elle a débuté sa carrière en tant que chargée de mission culturelle au Centre culturel français de Douala, aujourd'hui appelé Institut français, avant de se consacrer pleinement à la bande dessinée à partir de 2013. Son œuvre la plus emblématique est la série La vie d'Eben Douta, initialement publiée sur Facebook avant d'être éditée grâce à une campagne de financement participatif. Cette série, qui compte 3 tomes, explore les défis identitaires de culture d'une jeune femme africaine vivant en Europe. Ses travaux ont été publiés dans divers magazines internationaux tels que Traite Noire, Ndolé, Camer Comics, Sandal Série, la BD Conte l'Afrique, La Bouche du Monde, Planète Jeune, Planète Enfant et Spirou. En 2016, elle fonde Bilili BD Festival à Brazzaville, un événement qui met en lumière les talents de bande dessinée africaine. Le festival a rapidement acquis en renommée internationale, accueillant les artistes de divers horizons et organisant des résidences artistiques, notamment une résidence Europe-Afrique 100% féminine en 2024. Joëlle Épée Mandeng est également co-commissaire de l'exposition littéraire Koubouni, qui présente les meilleures bandes dessinées de l'Afrique. Chapeau. Joëlle Épée Mandeng sur tous les fronts pour promouvoir les bandes dessinées. Elle continue d'influencer et de dynamiser la scène des BD, des bandes dessinées africaines, en mettant en avant les récits authentiques et en favorisant les échanges culturels à travers ses multiples initiatives. Voici donc notre invité. C'est bien vous? Vous êtes très très bien renseigné. Oui, bien sûr. Nous sommes des espions. Sans le cacher, hein? C'est vous, c'est vous. Oui, c'est bien résumé. Ouais. C'est un parcours de vie. Je suis vraiment reconnaissante pour toute l'expérience acquise, que ce soit de ma passion en tant que jeune autrice, puis plus tard le fait d'avoir créé un festival de bande dessinée qui a grandi et qui a commencé à avoir des extensions, dont la première se trouve ici à Conakry. Et oui, c'est vraiment très très bien résumé. Je suis passionnée de bande dessinée depuis toute petite. Je sais que je veux en faire un métier. Je sais que je veux travailler à valoriser ce secteur qui est souvent mal apprécié. Tout le monde a dessiné à un moment donné parce que lorsqu'on sait écrire forcément des lignes droites ou des courbes, on peut dessiner. Mais pour différentes raisons, beaucoup ont laissé ce rêve, cette activité, ce qu'on va appeler du divertissement. Beaucoup de parents appelaient ça du passe-temps ou du divertissement. Et quelques-uns, comme moi, ont décidé de s'entêter à vouloir en faire quelque chose qui apporte au territoire. Donc oui, c'est bien résumé. Super. Donc, vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a vraiment donné l'envie
vous vous êtes dit, oui, c'est un rêve d'enfant. Hein. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer exactement dans la BD? C'est quand même exceptionnel de voir une femme Oui, qui se... Oui. je ne sais pas si on va dire ça comme ça, Ouais. mais vraiment, depuis toute petite. D'accord. Ma mère me dit, enfin, elle me l'a déjà dit plusieurs fois, quand j'étais bébé, j'étais un enfant qui pleurait beaucoup. Ok. Donc déjà, s'il y a des enfants qui pleurent beaucoup, rassurez-vous, ça passe. Pour les parents, ça va aller. Ça Au va moins, ils vont aller. plus pleurer. Mais du coup, Ouais. quand j'étais bébé, je pleurais beaucoup. Et ce qui se passait, c'est que j'ai des cousins. Ouais. Lorsqu'on me confiait à eux, ils me plaçaient devant des dessins animés. Et là, on ne m'entendait plus. Un peu Oh. comme maintenant avec les enfants devant les écrans. Oui. Sauf que moi, on m'exposait vraiment aux dessins animés. D'accord. Et mes premiers dessins animés, je crois que j'ai commencé à les regarder à l'âge de 4 mois. Mhm. Et avant même de savoir parler, j'étais captivée par ces reproductions sur support. Je vois des personnages qui bougent, ils ne sont pas réels, mais ils sont réels. Il y a des histoires qui sont racontées. Et très tôt, j'ai voulu faire la même chose. Donc, j'ai écrit et dessiné ma première BD. Enfin, écrit, j'ai adapté d'un conte que je lisais quand j'étais petite, à l'âge de 7 ans. Et j'ai fait mon premier livre, c'est-à-dire étudier le livre, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est collé? Est-ce que c'est cousu? Comment on agence les pages? À l'âge de 9 ans. Donc, je sais depuis toute petite que je veux en faire un métier plus tard. Super. Et ça vous a bien réussi, il faut le dire. Dieu merci. Ouais. Alors, comment votre parcours entre le Cameroun, la Belgique, l'Afrique francophone a-t-elle influencé votre travail? Parce que vous avez fait du chemin. Oui, on va dire que c'est quelque part l'adversité qui oriente aussi certains choix. D'accord. Vouloir être autrice de bande dessinée alors qu'on est une femme dans un pays d'Afrique francophone et d'Afrique subsaharienne, c'est pas forcément quelque chose d'évident. De base, on va penser que ce sont les garçons qui dessinent déjà. Exactement. Ensuite, pourquoi tu veux pas être médecin? Pourquoi pas avocat? Pourquoi pas? C'est parce que les doigts de la main sont différents. Le pouce a l'air petit, mais sans le pouce, on ne peut pas tenir un verre. Non. Donc chacun a un but. Je pense sincèrement que chacun a un but. Il a une raison d'être. Il est sur Terre pour quelque chose. Ça peut être très glorieux. Hein? Et quand je dis glorieux, c'est en apparence. Parce qu'on va voir un ministre glorieux, on va voir un président, c'est glorieux. Mais la masse de travail et la charge derrière n'est pas la même. Le prix à payer, le sacrifice à payer n'est pas le même. Donc, ce n'était pas évident. Mais l'adversité a forgé un caractère, si je peux le dire ainsi. Comme vous l'avez si bien dit dans la présentation, j'ai eu mon diplôme de littéraire, on va dire, un diplôme en lettres à l'université de Buea, qui est une université d'État au Cameroun. Et après, j'ai un peu travaillé et j'ai eu l'opportunité d'aller étudier les arts graphiques, visuels et de l'espace en Belgique. C'est comme ça que je me suis retrouvée en Belgique, que j'ai étudié la bande dessinée et les arts graphiques pendant 3 ans, parce que je voulais pouvoir avoir des discours scientifiques sur la BD. Je voulais aussi m'asseoir à la table des intellectuels, et lorsque chacun me dit oui, roman, poésie, prose, écriture, je suis un écrivain, je suis un intellectuel, moi aussi je viens, narration séquentielle, storyboard, découpage, et là on se dit quoi, mais de quoi tu me parles? Mais je parle de bande dessinée. Bien sûr. Donc c'était une envie pour moi de valoriser ce que tout le monde considérait comme une passion, et ça m'a emmené du Cameroun à la Belgique. Quand j'ai fini avec la Belgique, je suis rentrée au Cameroun, et avec mon époux, on s'est dit, on connaît mal nos voisins sur le continent. On se connaît tous par la télé, et la télé n'est pas toujours fidèle à la réalité. Et c'est ainsi qu'on a commencé à explorer l'Afrique centrale avec le Congo-Brazzaville, et plus tard, on s'est dit, on ne connaît pas du tout l'Afrique de l'Ouest, la Guinée. Justement, le choix porté sur la Guinée, on va le voir tout de suite sur le bilan des 112 heures du livre. Et bien avant, on va aller sur vos œuvres, précisément sur la vie d'Eben Douta. Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait la genèse? Alors, la vie d'Eben Douta, c'est une bande dessinée qui me tient vraiment à cœur. Déjà, c'est celle qui a permis au monde, au sens large, de me découvrir.
C'est une BD humoristique qui raconte le quotidien d'une jeune fille noire loin de son pays d'origine. Légalement loin de son pays d'origine. Pourquoi légalement? Parce qu'il y a déjà pas mal d'écrits sur la migration, sur l'immigration clandestine, illégale, sur l'intégration dans un pays autre quand on n'a pas le droit légal d'être dans ce pays. Donc ça ne m'intéressait pas forcément de faire encore une BD sur l'immigration, sur une jeune femme qui part en Europe et puis qui cherche à épouser un blanc et qui s'installe là-bas, qui ne rentre plus. Non, non. Je voulais parler plus de quelqu'un qui est légalement là. Donc, tu viens pour un but. Et puis tu repars. Et puis tu repars. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses à raconter? Est-ce qu'on va juste te dire, oh, tu as tes papiers, tu as réussi? Ben non. C'est le quotidien d'une jeune fille noire qui a ce que j'appelle affectueusement une vie de merde. Parce que tout le monde a des problèmes. Que même quand on croit que non, toi, ta vie est bien, non, ma vie n'est pas bien, j'ai aussi mes problèmes. Des problèmes. Chacun a des problèmes à la mesure de son budget. De son budget. C'est ça. Et elle vit différentes aventures et ça l'emmène au contact des autres, à l'interaction, à la langue française. Parce qu'elle est en Belgique, elle ne vit pas en France dans l'histoire. Et le français qu'on parle en France n'est pas le même que celui qu'on parle en Belgique. Du tout. N'est pas le même que celui qu'on parle en Guinée. Féféo. N'est pas le même que celui qu'on parle au Cameroun. Et ça peut créer parfois des quiproquos. On utilise les mêmes mots, mais le sens n'est pas tout à fait le même. Du tout, et ça crée des situations. Donc, je voulais explorer ce qu'on peut appeler la vie de quelqu'un de la diaspora. La diaspora, c'est donc toute cette tranche de la population dont on ne parle pas toujours. Ou très peu. On va parler des ripates, ceux qui reviennent dans leur pays. On va parler éventuellement d'expats, ceux qui partent encore dans d'autres pays. Mais il y a une population qui est légalement à l'extérieur, qui a une vie. Et je veux raconter cette vie-là. Et est-ce que Eben Douta, c'est vous? Alors, elle a une vie de merde, je rappelle. Donc, si, c'est moi. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est déjà dans le confessionnal? Non, on n'est pas déjà dans le confessionnal. Est-ce que je dois déjà raconter tous mes problèmes? Non. On va ramener ça au confessionnal. Hein? Non, mais on va dire que c'est inspiré quand même. Il y a une base parce que j'ai étudié la BD en Belgique. Donc, on a ceci en commun. C'est que elle et moi, au moment de sa création, bon, j'ai des amis qui me disaient tout le temps, mais toi, Joël, il t'arrive toujours des merdes, quoi. Je veux dire, mais un être vivant ne peut pas avoir la poisse à ce poids. Je dis, pourquoi est-ce que toi, il t'arrive toujours des trucs? Et quand j'étais plus jeune, je vivais ça très mal. Ce qu'on peut appeler la malchance. Hein. Je vivais ça très mal. Je dis, mais pourquoi moi? Mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Je vais prendre un exemple. Hein. C'est très imagé. Je ne sais pas quel est le niveau de censure qu'il y a à la radio, mais je vais le dire quand même parce que c'est drôle. Et j'ai fait du stand-up dessus aussi, puisque j'ai fait un peu de stand-up. Un jour, et puis c'est dans le sujet, puisque le sujet d'avant on parlait, le jour où j'ai su que j'étais une belle femme, c'est le jour où j'ai eu la diarrhée. Contraste. Donc, moi, j'ai un truc à faire, j'ai un problème, je dois aller aux toilettes, je ne sais pas qu'il y a un jeune homme qui m'a trouvé jolie et qui me suit pour me parler. Et moi, j'entre pour me soulager et lui, il me suit, il dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Donc, un moment très embarrassant. Et il dit « Mais quoi, t'es aux toilettes? Mais tu fais quoi? Tu fais caca? Donc, les belles filles font aussi caca. » Et moi, ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est qu'il a dit « Belle fille. » Donc, après, le reste n'est pas très glorieux, mais il a dit « Belle fille. » Donc, et je me suis rendu compte, je suis belle. Donc, c'est le genre de mésaventures. Bon, il y a plein d'autres qui sont beaucoup plus légères que ça. Mais il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pae, qui est un auteur gabonais. Il y a un autre qui s'appelle Éric Warnotte, qui est un auteur belge. Ces deux hommes m'ont dit à un moment, mais il t'arrive tellement de choses que tu devrais penser à écrire. Ça, déjà... tu as de la matière. Donc, au lieu de regarder ta vie en disant tu as trop de malchance, ta vie c'est de la merde, ben, pour l'agriculteur, le fumier, c'est ce qu'il utilise pour fertiliser la terre. Donc, arrête de penser juste que ta vie ne donne pas, mais regarde plutôt ce que tu peux faire de tout ce qui ne donne pas
pour raconter des histoires humoristiques. Parce que plein de gens ont des vies vivent la même chose que exactement. vous. Ouais. Mais on n'en parle pas. Chacun souffre en silence. Il pense qu'il est plus maudit que tout le monde. Il pense que lui, Dieu ne l'aime pas plus que tout le monde. Non, Dieu aime tout le monde. Et il donne juste des outils. Et c'est à nous de décider de voir ça comme un outil et non comme de la poisse. Donc, c'est quand ce mindset a changé et que j'ai commencé à écrire et ainsi amplifier les histoires sur ce personnage que la vie d'Eben Douta, ce parcours est né, que j'ai pu raconter. Et je me suis rendu compte que ce soit des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, chaque fois que les gens lisaient mes BD, ils disent « Mais ça m'est arrivé, mais ça aussi, ça m'est arrivé, mais ça, oh, je me sens moi seule. » Quel soulagement. Ça faisait beaucoup de soulagement pour les gens. C'est ça, super. Alors, sans même vous poser la question, vous avez répondu à ma deuxième question. Nous allons aller sur les bandes dessinées africaines. Comment vous voyez l'évolution des BD en Afrique ces dernières années? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, vraiment, Aïcha, félicitations. C'était un très bon rapport d'espion. Merci. Parce que j'ai été commissaire, commissaire d'exposition. J'ai déjà été commissaire sur 3 ou 4 expositions sur la bande dessinée du continent. Et première information, il y a près de 20... Ça fait faire quoi? Allez, pas 20 ans, disons 10 ans. Plus de 10 ans. On était plus d'1 millier d'auteurs africains sur le continent. Mais si je vous demande combien d'auteurs de BD vous connaissez, certains peuvent dire oui, je connais Kirikou. Déjà, c'est pas une BD, c'est un dessin animé et c'est un blanc qui l'a fait. D'autres personnes vont me dire ah, quand j'étais jeune, j'ai lu Kirikou. Ah, c'est un blanc qui a fait Kirikou. Les auteurs noirs de bande dessinée, on les connaît mal. Pourtant, on était déjà plus d'1 millier il y a 10 ans. Et avec surtout avec l'arrivée d'Internet et le monde post-Covid qui nous a cloisonnés et qui nous a tous connectés aux réseaux sociaux, il y a eu une accélération de la création sur le continent, que ce soit dans le monde arabophone, lusophone, anglophone ou francophone. Et il y a aussi des collaborations entre les pays des différentes zones linguistiques. Donc, le foisonnement est réel. Sur l'exposition Koboni, les bandes dessinées d'Afrique, non seulement on avait recensé des centaines et des centaines d'auteurs, mais maintenant, ce que j'observe aussi avec grand plaisir, c'est que les auteurs n'attendent plus le prince charmant, l'éditeur européen, même si c'est toujours très bien d'être publié dans les grandes maisons d'édition, que ce soit Dupuis, Delcourt, enfin, les maisons européennes, mais ils se vendent suffisamment pour que les maisons d'édition viennent les chercher en Afrique. Ce n'est plus un exode comme avant, on disait pour réussir, personne ne me comprend en Afrique, je vais aller en Europe, je vais aller aux États-Unis, là maintenant tout le monde va aller au Japon ou en Corée. Ce n'est plus exactement le même délire. Nous avons par exemple une maison d'édition camerounaise qui s'appelle Zebra Comics, qui a signé avec DC Comics. DC, c'est la maison d'édition qui a Batman, qui a le Joker. C'est quand même de très très grosses franchises. Superman. Et Zebra Comics, qui est une maison d'édition camerounaise, a signé un accord avec DC et a fait la BD du Joker et de Superman. Il y a Superman, comme Superman ne vient jamais en Afrique, DC a signé avec eux et là ils ont fait une BD sur Superman qui rencontre Eza Moto, qui est le dieu du mont Cameroun au Cameroun. Ce sont des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer, c'est-à-dire des Africains qui signent un deal avec des Américains pour utiliser les personnages de leur franchise dans notre culture. C'était du jamais vu. Nous avons Ekas, qui est un auteur gabonais, qui est actuellement en Corée, qui est en train de suivre une formation intensive en Corée pour faire du webtoon, donc de la BD coréenne. Il se passe des choses inédites. C'est-à-dire comment est-ce qu'un Gabonais peut être comme ça catapulté en Corée du Sud pour faire des choses. Nous avons du Sénégal, en Éthiopie, au Nigeria. Il y a des auteurs de BD qui font des dessins animés, donc qui adaptent leur BD en dessin animé. Il y en a qui font de la BD immersive, de la BD, des illustrations en réalité augmentée. Il se passe vraiment des choses très, très intéressantes.
Et progressivement aussi, par le biais du festival, j'imagine qu'on va en parler à un moment donné, mais par le biais du festival et d'autres festivals de bande dessinée, on met en avant et en valeur la BD africaine en collaboration entre pays, mais aussi avec les autres continents. Ouais. Et par ailleurs, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La principale difficulté, lorsqu'on parle de bande dessinée du continent africain, ça va être la diffusion-distribution. D'accord. Si on prend le cas de l'Europe, l'Europe a ce qu'on appelle des accords Schengen de circulation de biens et de personnes, ce qui facilite le fait que de la France à la Belgique ou je sais pas, Luxembourg ou autre, que les personnes puissent facilement circuler. En Afrique de l'Ouest, il y a des choses qui sont simplifiées sur cette circulation, mais sur le continent, il faut des visas, les billets d'avion coûtent cher et le transport des marchandises n'est pas toujours aisé. Si on prend le cas des États-Unis, où à eux seuls, ils sont plus de 300 millions d'habitants, ben, lorsque tu as ton produit, ou la Chine qui sont 1 milliard, lorsque tu as un produit que tu commences à vendre, tu as un public qui achète. Donc la diffusion-distribution est plus facile à organiser. Nous, sur le continent au sens large, ça reste encore un défi parce que les biens ne circulent pas aisément. C'est pour ça que dans certaines solutions explorées, il y a la BD dématérialisée, donc la BD numérique ou le webtoon. Super. Nous allons aller avec l'événement, votre festival, le Bilili BD. Ouais. Pourquoi vous l'avez créé? Bilili BD a été créé parce que, à un moment donné, en creusant mon sillon toute seule, comme vous l'avez si bien dit, j'ai fait du crowdfunding, ça s'appelle du financement participatif. C'est poser son projet sur Internet et dire aux gens sur Internet, voici mon projet, cotisons pour que mon projet prenne vie. Et ceux qui croient en ce projet donnent de l'argent. C'est ça. Et si j'atteins l'objectif que je me suis visé en termes de budget, mon projet peut naître. Et donc, à l'époque, j'avais réussi à avoir de l'argent pour produire 3000 exemplaires du tome 1 de ma BD. Et les ventes ont permis de sortir le tome 2 et le tome 3. Et du coup, c'était un ovni, quoi. Je veux dire, une Africaine, elle est au Cameroun. Mais pourquoi tu fais ça? Du coup, j'étais invité dans plusieurs pays. Je commençais à voyager, à être un peu populaire, à sortir dans les grands journaux, Le Monde et autres, et à rencontrer de plus en plus de gens, d'autres auteurs dans leur pays qui m'expliquaient les problèmes, et je me rendais compte qu'on avait les mêmes problèmes. Mais tout le monde n'avait pas ce que je vais appeler la même folie que moi, de tout plaquer pour me lancer à 100% dans la bande dessinée, et à se dire ça passe ou ça casse, et parce qu'il faut vivre, on a des factures à payer, la vie est dure. Et en prenant en compte toutes ces problématiques, je me suis dit, à la sortie du 3e tome, que ça pourrait être intéressant de marquer une pause, entre guillemets, sur ma carrière individuelle et d'être peut-être plus utile en créant, avec l'expérience que j'ai eue, une plateforme de réseautage qui va accélérer les connexions, qui va accélérer la visibilité, qui va accélérer les choses pour que tout le monde n'ait pas à galérer comme moi j'ai galéré pour être populaire, pour être connu par le public, pour gagner du temps. Et c'est comme ça qu'a commencé à germer l'idée de créer un festival de bande dessinée. J'étais déjà en contact avec l'Institut français puisque j'avais eu à travailler à l'Institut français au Cameroun. Donc quand je suis arrivé au Congo-Brazzaville, je me suis présenté. J'aurais dit ce que j'avais déjà eu à faire et ils m'ont dit ok, on se lance avec toi sur l'idée d'un festival de bande dessinée. Comme tu n'es pas congolaise, ce sera international automatiquement. Justement. tu n'es pas. Et pourquoi vous avez choisi le Congo pour faire votre festival là-bas? Dieu. Tout simplement. La vie. C'était pas un projet. C'était pas un projet de le faire au Congo spécifiquement. Comme j'ai dit à un moment, on connaît mal nos voisins, on se connaît mal entre pays. Donc on a eu l'opportunité d'arriver au Congo. Au Cameroun, il y avait déjà un festival de bande dessinée qui s'appelle le Mboa BD, avec lequel j'avais déjà eu à travailler. Au Congo, il n'y en avait pas. Donc j'ai proposé en me disant, si on multiplie les festivals de bande dessinée en Afrique centrale, un auteur
pourrait voyager dans différents pays, au lieu de prendre l'avion directement, aller très loin et oublier de rentrer, ce qui peut arriver d'oublier de rentrer. Hein. On va dire oublier. C'est ce qu'on dit, j'ai oublié, j'ai oublié de rentrer. Ouais, hein. Donc, tu vas d'abord aller chez tes voisins. Là, tu ne vas pas oublier de rentrer. Parce que tu es chez toi. Tu es chez toi, tu auras pris l'avion, tu pourras faire des photos pour Instagram et puis tu rentres chez toi. Mais en multipliant les festivals dans les pays, on permet la mobilité des personnes, le dépaysement, parce qu'on est tous noirs, africains, mais on n'a pas les mêmes réalités. Du tout. On est différents. Ouais. Il y a le dépaysement, il y a ce qu'on va appeler pour le créateur l'ego shower, c'est-à-dire quand on est artiste, on est tellement dans notre bulle, dans notre travail, qu'on est très seul en fait. Et c'est important de rencontrer des gens qui aiment notre travail. Ça nous donne le sentiment que ce qu'on fait a du sens. Donc, de voyager avec d'autres personnes de ta couleur, mais pas de ta réalité, qui apprécient ton travail, avant maintenant de t'envoyer dans les pays où la couleur est différente. Mais comme tu sais déjà qui tu es, tu ne vas pas juste te dire « je pars et je ne rentre pas » et tu deviens un phare ou un pilier dans ta communauté. Donc, ça s'est fait avec le Congo. L'Institut français du Congo a bien voulu accepter qu'on se lance dans cette aventure qui va avoir 10 ans cette année. Et on a commencé avec 200 visiteurs, sachant que le Congo-Brazzaville est plus porté sur la musique que la BD il y a longtemps, en 2016. Et moi, j'étais trop contente qu'il y ait 200 personnes parce qu'au moins, il n'y avait aucun membre de ma famille pour grossir les chiffres. Il n'y avait aucun ami pour falsifier les statistiques. C'était purement organique. Oui, et des personnes qui étaient intéressées, vraiment intéressées. Mais c'est vraiment ça. Je me suis dit, voilà, il y a vraiment... À partir de 200, ça veut dire qu'on ne peut qu'aller plus haut. Bien sûr. Et au bout de... Enfin, depuis le monde après le Covid, depuis 2023, depuis 2022, il me semble, on est à plus de 10 000 visiteurs. Il y a des gens qui prennent leur billet d'avion pour venir au Bilili BD Festival au Congo. Donc, je suis vraiment très, très reconnaissante de voir comment ce festival a grandi. Il n'y avait pas d'éditeurs dans le pays, il y en a maintenant plein. Il y avait très peu d'auteurs, il y avait moins d'une dizaine d'auteurs. Il y avait 6 auteurs de bande dessinée, maintenant il y en a une 40aine qui publient dans le pays et à l'extérieur. Et c'est tout ce bagage, toute cette expérience qui nous a poussé à un moment de se dire, ok, on va faire des extensions au Bilili BD Festival, qu'on va appeler des Bilili Pop-Up, qui vont être d'autres festivals dans d'autres pays, qui auront aussi vocation à grandir, comme le Bilili du Congo. De toutes les façons, quand je suis dans ces pays-là, je suis toujours camerounaise. Ça reste international. Ça reste toujours un festival international, puisque je ne suis pas du pays. Et on voit comment les auteurs, les créateurs, les scénaristes du pays vont grandir et être valorisés et aller aussi... C'est aussi ça le but, hein, connecter les gens amoureux du BD et puis voilà, élargir ce canal-là réellement. Pourquoi le choix porté sur la Guinée cette fois-ci lors des 112 heures du livre? Est-ce que c'est votre première participation? Oh, pour les 72 heures du livre, c'est ma première participation officielle. D'accord. Mais ça fait un moment qu'on discute avec... les 72 heures, je profite pour saluer Monsieur Sansi Kaba qui est vraiment... Monsieur Sansi, c'est une locomotive, c'est un tank, un bulldozer, je ne sais pas vers quel terme on va le définir, parce que les 72 heures vont avoir 20 ans dans pas longtemps, en fait. Et pour ceux qui organisent des événements, spécifiquement les événements culturels, et culturel littéraire, ce n'est pas évident d'avoir ce type de longévité. Donc, ça faisait un moment qu'on échangeait et qu'on discutait. Pourquoi la Guinée? Pareil que le Congo, Dieu. C'est le meilleur scénariste pour moi. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi on est sur Terre, lui seul le sait. On ne sait pas quand on va partir de cette Terre, lui seul le sait. Et il a un plan pour tout. Et à un moment donné, quand on pensait... explorer d'autres pays d'Afrique que le Congo, ça s'est cristallisé sur la Guinée. Conakry, on connaissait encore moins la Guinée-Conakry que les autres Guinées. On se disait, mais il y a quoi en Guinée? Il y a quoi en Guinée? Et puis on est arrivé en Guinée et il y a une phrase, quand on venait ici, il y a une phrase qu'on nous a dite, vous savez, la Guinée n'attire pas, mais elle retient.
Et je confirme. Je confirme. Ouais. Parce que de l'extérieur, les gens connaissent mal Mm. la Guinée. Et pour les choix politiques qui avaient été faits à l'époque, Ouais. de se détacher de certains courants des indépendances telles qu'elles sont faites Ouais. dans plusieurs pays francophones. Du coup, il y avait ce gros nuage où on se connaissait mal. Mais le fait d'être arrivé dans le pays, d'avoir été si bien accueilli par la population, par les acteurs culturels. Donc, je pense aussi à Oscar Benbari du Festival de la caricature Bulle d'encre Ouais. ou à Aliuso des éditions Gandal, qui est aussi le créateur du Salon du Livre Jeunesse. Donc, ce sont des personnes qui m'ont vraiment bien accueilli, qui savaient déjà ce que je faisais en tant qu'autrice et en tant que directrice de festival. Et quand la question de créer un festival de bande dessinée ici s'est posée, c'est tout naturellement qu'on a travaillé à mettre cela en route et que Sanzi m'a dit, bah, il y a les 72 heures du livre. Donc la première édition du Bilili Pop-Up s'est faite l'année dernière. Nous n'étions pas aux 72 heures du livre en tant que stand. Hein, de cœur, on y était, mais pas en tant que stand. Ouais. C'était vraiment pour voir un peu comme j'avais fait au Congo, de façon totalement organique, sans communication, sans rien. Combien de personnes qui ne sont pas de ma famille vont venir. Et l'année dernière, nous avons eu 400 visiteurs, donc on était très agréablement surpris. Et cette année, les 72 heures du livre nous ont permis d'être là, d'avoir un stand et aussi de participer, puisqu'en plus le thème c'était la puissance féminine, donc j'étais complètement dans le sujet aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait la connexion, et la connexion publique avec les 72 heures. Et comment vous avez trouvé l'énergie du public face à vos BD, tout ce qu'ils ont vu sur la table? Parce qu'il faut savoir que nous, on a été émerveillés quand on était allés voir. C'est une BD, parce que je t'ai allée, moi je me suis retournée. J'ai dit, c'est une dame qui est assise là, hein. C'est pas un homme. BD, il faut que je m'intéresse à ça. Comment vous avez trouvé l'énergie du public? Je suis toujours très très émue. Pour le moment, je n'arrive toujours pas à être blasée par l'engouement. D'accord. Les gens sont surpris, les gens sont curieux. Et mon vrai plaisir, c'était de voir les gens qui disent, ah mais je connais... vous étiez là l'année dernière, non? Et donc, en fait, les gens avaient déjà entendu parler l'année dernière. Ils ont fusionné avec les 72 heures du livre, puisque les 72 heures du livre, c'est Conakry, capitale mondiale du livre, c'est le livre. Donc, ils ont fusionné. Mais ça veut dire qu'ils ont entendu parler du festival de bande dessinée. Et il y en a qui me disaient, mais c'est vous qui avez écrit? Oui. C'est vous qui dessinez? Oui. Ah bon? Bah oui. Incroyable. Et après, il dit, il y a des Guinéens qui font aussi la BD? Oui. Ah bon? Oui. Mais ils sont où? Il faudra venir au festival. C'est tout. Il faudra venir au festival pour les rencontrer. Et comme en plus, il y avait plein de bandes dessinées d'auteurs de différents pays, du Rwanda, du Kenya, de Mozambique, du Maroc. Enfin, les gens, ils étaient surpris de voir qu'il y avait de la BD de qualité. En Afrique. Parce que malheureusement, il y a aussi cette perception, quand tu dis BD africaine, pour X, Y raison, la valeur décline. Dès qu'on dit, ah, je fais un truc africain, pour différentes raisons, de la façon dont tu le valorises, la personne peut se dire, ouais, c'est un truc africain, ou alors il dit, ouais, c'est un truc africain. Et là, quand il voyait BD africaine, il dit, mais on fait aussi la BD comme ça ici? Je dis, oui, on fait aussi de la BD de qualité sur le continent. Waouh, c'est incroyable. Et de voir que c'est vous qui pilotez ça, c'est extraordinaire. Alors, donc, c'est échanges, rencontres, Bilili, pop-up, comment vous organisez ça? C'est quand? Pour informer nos millions de téléspectateurs, d'auditeurs, d'auditrices, de venir vraiment à ce festival, comment ça va se passer? Le Bilili Pop-Up Conakry, qui est donc la première extension du Bilili BD Festival, se tiendra cette semaine à partir de jeudi. D'accord. Donc, quand on va fêter le travail, on va le fêter aussi avec la bande dessinée du 1er au 3 mai. Au Centre culturel franco-guinéen, donc au CCFG. C'est en face du jardin du 2 octobre. Et il y a tellement de choses. Des expositions physiques,
exposition virtuelle, donc avec un casque. Ce que vous avez vu sur le stand, il y avait un casque Oui, virtuel. justement. Les élèves, ils bagarraient pour pouvoir faire cette expérience-là. Et puis, désolé de vous couper, j'ai vu la petite fille avec le code QR, mais il faut que je récupère ça. Ouais. Ah oui, il y avait cette petite dispute sur c'était de la réalité augmentée, c'est-à-dire le personnage n'existe pas. Pour le voir, il faut avoir un téléphone, ouvrir une caméra spéciale et on voit le personnage. Grâce au téléphone, on la voit dans l'environnement réel. Et donc, il y aura ça. Il y aura cette fille. Il y aura cette fille qui est mon personnage de BD qui s'appelle Eben Douta, qu'on pourra voir en réalité augmentée. Pour le casque virtuel, il y a des bandes dessinées d'exploration et des BD d'horreur. Parce que c'est ça que les enfants aimaient bien. Parce que c'est de la BD. On rentre dans une bande dessinée, c'est une BD immersive et d'horreur. Il y a des expositions sur le manga, des animations. Nous travaillons en très étroite collaboration avec Artnim, qui est un collectif d'auteurs et de passionnés de bande dessinée et de culture du manga ici en Guinée. D'ailleurs, je profite pour saluer son président, Mara, et toutes ses équipes qui nous ont vraiment fait confiance. Pour que le Bilili Pop-Up se tienne ici à Conakry. Et il y a plusieurs animations. Nous avons un concours de bande dessinée. D'humeur, hein? Qui est récompensé par une invitation à l'ambassade du Japon. Une rencontre avec son Excellence ambassadeur du Japon. Puisque, en plus, pour cette année, la Guinée est exposée à l'exposition universelle qui se tient à Osaka. Justement, oui. Donc, l'ambassade du Japon offre aux lauréats BD de cette année une invitation spéciale, une rencontre avec son ambassadeur pour être encouragé. Il y a aussi un concours de cosplay qui est le fait de se déguiser en personnage de bande dessinée ou de série télé de cette culture geek-là. Et avec des récompenses en chèque, donc d'une valeur à partir de 1,5 million, il me semble, de GNF et d'autres lots. Et des ateliers avec les enfants, des rencontres, des conférences débats, des quiz sur les connaissances qu'on a sur la bande dessinée, sur le manga et autres. Donc c'est vraiment 3 jours concentrés de pur kiff, de bonheur pour les parents qui vont amener leurs enfants. Je précise les parents parce que souvent les parents achètent ou laissent les enfants sur les tablettes, mais ne savent pas. Ils vont dire « Ah, c'est la BD, c'est pour les enfants ». Mais les BD ne sont pas que pour les enfants. Et c'est important qu'un parent, sans censurer, parce que s'il ne le voit pas à la maison, il ira voir chez les amis. Forcément. Mais qu'un parent regarde un peu ce que son enfant consomme. Donc, pour qu'un parent, j'encourage les parents à venir, à regarder un peu, va un peu voir les livres et de regarder ce que l'enfant consomme, de lui demander « Ah, pourquoi tu aimes cette BD-là ?» pour savoir un peu quelles sont ses influences. Parce que pour la petite histoire, il y a bien sûr de la littérature jeunesse, donc de la BD pour enfants. Je sais que les éditions L'Harmattan, par Sensi justement, publient des BD pour ados et adultes. Les éditions Gandal font des BD, des livres jeunesse qui sont parfois plus pour enfants. Pendant le pop-up, il y aura des bandes dessinées de différents pays d'Afrique pour enfants, ados et adultes. La vie d'Eben Douta que je fais est destinée aux ados et adultes. Et donc, quand un enfant va venir en disant « Ah, moi j'aime bien la BD de cette dame », un extrait, le tome 1 de ma BD, mon personnage dit « Ah, enfin une BD rien que pour moi ». Donc, le projecteur est sur moi. Enfin, je suis populaire alors que je n'ai rien pour moi. J'ai la vie sexuelle d'un escargot ménopausé. Donc, ça, tout de suite, je sais que les enfants, cette phrase-là, ils vont rigoler parce qu'ils vont voir escargot. Vie sexuelle d'escargot ménopausé, ça ne va rien leur dire. Un adolescent va dire « Oh, la vie sexuelle d'un escargot ménopausé, elle doit être quasi inexistante alors, parce que le temps que 2 escargots se rencontrent. Un adulte, une femme, parce que les hommes n'ont pas ce problème. Une femme va dire un escargot ménopausé, mais la ménopause, tu peux plus. Donc, quel genre de vie sexuelle tu vas avoir? Est-ce qu'elle va être libre? Est-ce qu'elle va...
puisque tu peux plus te reproduire, tu es ménopausée. Et une fois en dédicace, j'avais eu un couple de médecins. Quand ils ont lu cette page, la vie sexuelle d'un escargot ménopausé, ils m'ont dit, mais attends, la ménopause, ça veut dire que sur le plan, les bloqueurs endocriniens, l'escargot change de sexe. Quand il est face, l'escargot est une espèce particulière qui change de sexe selon le partenaire. Donc s'il y a des bloqueurs endocriniens, est-ce que la ménopause, il ne pourra plus changer de sexe? Est-ce qu'il va rester bloqué dans son sexe? Est-ce qu'il va vivre suffisamment longtemps pour connaître la ménopause? Il y a des pays où on mange des escargots. Donc juste une phrase peut emmener, selon la tranche d'âge, à différents types de réflexions. Donc, j'encourage vraiment les gens à venir découvrir. D'accord. Parce qu'il y aura des BD adaptés à tous les âges. C'est ça. Donc, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, on vous invite à venir le 1er, le 2, le 3 au Centre culturel franco-guinéen pour découvrir le monde des BD, mais cette fois-ci en grand, en extraordinaire, avec Madame Joëlle Épée Mandeng. C'est ça. Cap sur le confessionnal tout à l'heure après le générique. Alors, nous sommes dans le confessionnal, mais bien avant de commencer, on va prendre une gorgée ou 2 ou 3 gorgées d'eau. Une. Moi, je vais prendre 2. J'ai soif. En tout cas, l'émission d'aujourd'hui est extraordinaire. Nous sommes à présent dans le confessionnal. C'est qui Madame Joëlle Épée Mandeng derrière la caméra? Déjà, c'est une femme. Ça se voit. Non, mais on va dire que je suis l'aînée d'une famille de... Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Je suis la seule fille. Oh. Et ça aussi, c'est un truc que je dis souvent. Mon père, qui est parti, il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Oui, mon père voulait en premier-né un garçon. Je ne sais pas comment ça se passe concrètement ici en Guinée, mais dans notre ethnie, je suis Douala. Douala, ce n'est pas seulement la capitale économique du Cameroun, c'est une ethnie. Les Douala sont une ethnie qui est du groupe Sawa, qui est dérivée des Congolais du bassin du Congo. Donc on a une langue qui ressemble de loin au Lingala parce qu'on a migré du bassin du Congo au XIIIe siècle. D'accord. Et dans ce groupe-là, on veut un premier-né garçon pour être le chef de la future de la famille, des enfants et tout. Sauf que moi, depuis ma naissance, je fais des blagues, donc je suis sortie fille. Et mon père s'est dit « Ah, quoi ?» Et moi, je ne pouvais plus rentrer dans le ventre de ma mère, j'étais déjà dehors. Donc, il était obligé de m'aimer et de m'aimer fort. Et donc, du coup, ça fait que j'ai grandi dans un environnement où il y avait très peu de filles. Je suis suivie que par des garçons. Il n'a pas eu d'autres filles après. J'ai grandi avec des cousins. Et ça a aussi quelque part forgé ce caractère où on est concentré sur un objectif. Papa aimait bien dire que je me comporte trop en garçon manqué. Et dans ma tête, je disais, mais à la base, tu voulais un garçon? Non, je veux dire, qu'on fait comment? On fait comment? Tu voulais un garçon, donc je fais... Et c'est très drôle parce que à un moment donné, il se disait, mais toi, il n'y a aucun Africain qui va t'épouser, ma fille, parce qu'avec ton caractère, mais qui va te supporter? Et quand mon mari est venu demander ma main, il était très surpris. Il dit, mais toi, tu es sûr que tu veux t'engager dans cette voie? Tu veux vraiment aller dans cette voie avec mon enfant? Je veux pas que ma fille souffre. Mais c'est vraiment tout un parcours. Et dans le domaine de la bande dessinée, ben forcément, ça n'a pas été facile parce que, étant donc la seule fille et l'aînée, donc il estimait que j'allais donner un très mauvais exemple à mes frères et ça a été le cas. Aucun n'est médecin, aucun n'est avocat, aucun n'est ministre. Ils sont tous dans des domaines avec des écrans comme moi, où ils ont tous choisi un domaine qui ne va pas être le domaine entre guillemets le plus en vue.
mais chacun a trouvé sa place dans la société C'est et ça. chacun est heureux dans son secteur. Mais quand on était petit, forcément, c'était plus des sujets d'inquiétude pour mes parents. Et pour l'anecdote quand même, puisqu'on parle beaucoup, parle avec mon père, et je parle plus du père parce que ma mère pensait mes blessures et était intercesseur ou médiatrice Ouais, entre mon toujours, père et moi. toujours. Elle dit non, s'il te plaît, Ouais. aussi dose un peu ton Dose, ouais. histoire, papa, sois pas trop dur, mais vraiment, mon père était banquier, du coup, et quand j'ai commencé à gagner en notoriété Ouais. avec la vie d'Eben Douta, Mhm. j'ai été invité en Guadeloupe, Mhm. dans les Caraïbes, pendant 1 mois de D'accord, résidence, d'accord. parce que les Antillais pensaient que Eben était antillaise. Ah. Ils disaient, ah, mais ton personnage, elle a de longs cheveux, Par son look. par son apparence, elle a D'accord. le teint clair, elle a le nez fin, donc elle est antillaise. J'ai dit, mais non, non, non. Et donc, on m'a invité pour parler de la carnation, du rapport à la couleur de la peau, à la texture des cheveux. Ouais. Et j'ai été invité sur Guadeloupe Première, qui est donc un peu comme France 2, ou je sais pas, Ouais. la chaîne nationale, enfin la chaîne du territoire, la Ouais. grande chaîne du territoire, Ouais. chaîne publique. Et mon père m'a appelé quelques minutes avant que j'entre sur le plateau. Et avec le décalage horaire et tout, il me dit, mais Joël, tu es sérieuse? Tu es en Guadeloupe. Tu as fait 15 heures de vol. Tu as traversé le triangle des Bermudes. Et ce sont tes dessins qui t'ont fait faire ça. Je dis oui, papa. Dis-moi, banquier, j'ai déjà été en Europe, mais c'était sur mes revenus. Ouais. C'est pas la société qui m'envoyait. Toi, on te paye pour venir raconter tes dessins. Je dis oui, papa. Dis ok. Non, je voulais te dire que je suis fier de toi et que tu as ma bénédiction. Faut rater ta vie, ma fille. Rate ta vie. Parce que toi, tous les jours, on disait, tu vas rater ta vie, tu vas rater ta vie en faisant la bande dessinée. Ma fille, tu as ma bénédiction, faut rater. Si c'est ça, rater sa vie, faut rater ta vie. Et ça c'est vraiment... c'est devenu un private joke avec lui. À chaque fois que j'allais à un événement et qu'il était là, il venait en veste. Tu vous voyez, ma fille, elle a raté sa vie. Très bien. Voilà comment... Voilà, elle va vous donner les conseils sur comment rater sa vie. Et vous allez rater votre vie très bien, de la plus bonne des manières. Vous allez faire ce qui vous tient à cœur. Il y a une chose qui nous tient à cœur. La vie nous oriente toujours vers quelque chose pour payer le loyer. Mais il y a toujours un petit truc qui nous tient à cœur, mais qui va demander beaucoup plus de travail et d'effort. Et la société va avoir l'impression qu'on rate notre vie. Donc ça, c'est derrière la caméra, on va dire que c'est moi. Super. Je vais vous épargner 3 de vos qualités et 1 de vos défauts. 3 qualités? Oui, 3 qualités. 3 qualités? Et moi, je vais choisir une qualité. Déjà, ce que je vois en vous, c'est que vous êtes jovial. C'est une qualité. Et il vous reste 2. Ouais, je suis jovial, oui. Très. Ok. Oui. Bon, qualité. Oh, j'aime encourager les gens. C'est une qualité, ça? Bien sûr. Ok. J'aime encourager les gens. J'aime trouver le potentiel chez les gens. Oui. On va dire ça. 2. Il faut encore trouver une 3e. Oui, plus qu'un. Une autre qualité, une autre qualité. Je n'y ai pas pensé. En fait, je suis tellement concentrée sur mes défauts dans la vie. Les gens sont tellement concentrés sur les choses à corriger. Bon, aujourd'hui, une dernière qualité. J'aime ma vie privée. D'accord. Ça veut dire que j'aime ma vie privée. J'aime ma vie de famille. J'aime bien ma vie de famille. Est-ce que c'est une qualité du coup? Je ne sais Oui, c'est une qualité parce que si je comprends, vous vous donnez du temps pour votre famille. Le cercle privé. J'aime bien le fait d'être aussi chez moi, d'être avec ceux qui me sont chers. J'aime bien ça aussi. Je sais pas si bien sûr. Parce que c'est pas donné à tout le monde et tout le monde ne voit pas comme ça. Ok, oui. Bien sûr.
Dans les défauts, Le défaut. je parle beaucoup. Ouais, Ça, c'est ça. non, mais parler beaucoup, des fois, ça peut ne pas être une qualité, un défaut, mais peut être une qualité, bien sûr. Ah, une autre qualité, un autre défaut. Ouais. Je suis parfois très désordonné. Je vous ai fait dire 2 défauts. Ouais, ça fait 2, ça fait 2. Ouais. Mais c'est très structuré comme Ouais. désordre. Parce que un créateur est un peu à l'image de Dieu. Hein. Au commencement, c'est le désordre et puis il dit que la lumière soit. Soit. Donc c'est pareil. C'est le désordre et puis après, Eureka. Il y a la lumière, il y a les idées. C'est ça. Ok. Selon vous, c'est quoi le regard des gens sur vous? Aujourd'hui, vous êtes une femme entrepreneuse, vous êtes ceci, cela. Qu'est-ce que les gens disent de vous exactement? Je sais pas si c'est parce que j'ai plus de 40 ans maintenant. Et beaucoup m'appellent maman. Je ne sais pas si je dois bien le prendre ou si je dois me sentir vieille. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous aimez encourager les gens. Oui. Oui, ça peut être pour ça. C'est pour ça? Oui. Ah, c'est pas mon âge? Non, du tout. Dieu merci. Non. Non, mais je pense que les gens, ils me regardent beaucoup comme un modèle, quelqu'un d'inspirant. Il y en a qui pensent que je suis française parce que du coup, ils me voient tout le temps voyager, donc ils se disent que j'ai pas de problème de visa alors que je suis camerounaise, j'ai un passeport ndolais, comme on dit chez moi, un passeport vert, donc je galère pour les visas comme tout le monde. Mais oui, il y a le côté inspirant. Il y a le côté les gens pensent que je suis de bons conseils. Donc, je suis reconnaissante pour ceux qui me font confiance pour leur donner des conseils. Et au début, c'était plus... Bon, si une femme peut le faire, je peux aussi le faire. Donc, il y en avait qui dévalorisaient ce que je faisais en se disant c'est une femme qui le fait, donc c'est facile. Et quand ils se cassaient les dents, ils disaient ah non, mais finalement, c'est peut-être plus difficile que ça. Je vais peut-être lui demander comment elle fait et tout. Et ça donnait de la valeur au respect qu'on me rendait, en fait. On va dire ça comme ça. Ouais. Super. Je vais supposer que c'est votre papa, la personne qui vous inspire, ou bien vous avez d'autres personnes modèles sur lesquelles vous vous êtes penché pour forger votre carrière, votre image, tout ce que vous êtes. On va dire que la personne qui m'a beaucoup inspiré jusqu'ici, c'est ma maman. D'accord. Mon papa, c'est un autre type de modèle. Mon papa était mon adversaire. C'est ça. C'est comme on dit, l'avion au sol, déjà l'avion n'est pas fait pour rester au sol. Et l'avion au sol ne ressent pas la pression. L'avion a besoin du vent contraire pour voler. Il y a sa propre vitesse et il y a le vent contraire, la résistance. C'est ça qui fait voler. Mon papa était le vent contraire. Pour que je puisse avancer et que je puisse aller le plus haut possible, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui me challenge. C'est ça. Quand on est jeune, on vit mal ce type de challenge parce qu'on va dire ouais, papa ne me comprend pas, il ne m'aime pas. Mais il faut quelqu'un qui nous challenge. Et je rends grâce à Dieu parce que quand j'ai fini par le comprendre, je ne l'ai plus vu comme un adversaire. C'est ça. Je l'ai vu comme un vent contraire nécessaire pour que j'avance. Mais ma maman était le moteur qui permet donc à l'avion de prendre la vitesse. C'est vraiment un tandem, en fait. Et ma maman, c'est quelqu'un qui est extrêmement résilient. Elle est comme un cactus dans le désert. C'est-à-dire, tu ne comprends pas pourquoi la plante vit. Oui. Tu ne comprends pas comment elle fait pour tenir. Mais non seulement elle tient, elle développe des défenses. Elle a de la réserve, puisque le cactus est plein d'eau. Elle a de la réserve en elle. Et c'est quelqu'un que j'ai appris à profondément admirer dans sa façon avec laquelle elle tenait bon face aux challenges de la vie. Être une femme dans plusieurs de nos pays, ce n'est pas quelque chose d'évident. Que ce soit dans la société, que ce soit dans notre vie privée ou dans les rapports sociaux, ce n'est pas toujours évident de trouver sa place correctement, sans être forcément en opposition avec les hommes, mais en trouvant sa place. Et ma mère, elle a vraiment insufflé en moi cette résilience de se dire, ok,
tu n'es pas le sexe faible, tu es le pilier. Tu n'es pas une personne vulnérable, tu es un atout. Donc, a vraiment changé la perception que je pouvais avoir du fait d'être née femme, noire, africaine, où à chaque fois tu te dis, oh, déjà je suis née femme, c'est chaud, je suis née femme noire, oh mince, j'aurais pu naître suisse, je sais pas, je suis née femme noire, africaine, oh mais je cumule. Non, non, ma mère est vraiment ce moteur, on va dire. D'accord. On retient ça. Avec l'exemple de l'avion, je crois que tout le monde aura compris. Il y a le vent contraire qui est nécessaire et qu'on apprend à apprécier parce que le pilote, il aime les vents contraires, sinon il ne peut pas décoller. Et il y a le moteur. Il y a le moteur. C'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est un plat qu'on ne fait pas ici et que même les Camerounais, je ne sais pas si les Camerounais l'aiment comme moi, c'est le sanga. Je vais vous expliquer le sanga de la façon la moins appréciable possible. Parce que le plat préféré, c'est le plat préféré pour la personne qui mange, d'accord? Donc, le sanga est fait avec... c'est un mets à base de légumes. D'accord. De l'huile de palme raffinée, mais c'est de l'huile rouge. Du maïs. D'accord. Du sel et du sucre. Je comprends. Je comprends comme ça, bien. ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est tellement bon. Et j'aime le sanga, pourquoi? Parce que c'est un mélange improbable. C'est comme tous les plats qu'on cuisine, tu te dis, mais le premier homme ou la première femme à avoir fait ce plat, est-ce qu'elle avait trop faim? Est-ce qu'elle était désespérée? Comment elle en est arrivée à cette conclusion? Et comment elle en est arrivée à ce résultat? Nous, il y a plein de choses qu'on prend pour acquises aujourd'hui, alors que c'est le résultat d'une alchimie ou d'un hasard. Et moi, mon plat préféré, c'est le sanga. Et c'est peut-être parce que à cause du goût sucré, salé ou des légumes... Est-ce qu'il y a le côté sucré? Peut-être, mais c'est peut-être le côté croquant et fondant du maïs et des légumes. D'accord. Et puis c'est un mets sans viande, effectivement. C'est un mets qui n'a pas besoin de ce type de protéines. D'accord. Donc aujourd'hui, on va dire c'est un mets végétarien. Donc, c'est un mets, je ne suis pas végétarienne, mais c'est un mets végétarien. Et on va dire ça, c'est le contraste. C'est un plat, quand tu le regardes, même en apparence, il ne paye pas de mine. Mais quand tu le manges, il est vraiment, vraiment très bon. Et je trouve que la vie est aussi comme ça. Il y a des choses qui ont une apparence rugueuse, qui n'ont pas l'apparence la plus séduisante. Mais lorsqu'on donne la chance à la chose, on se dit, ah waouh, c'est une pépite. Super. Je vais dire avant-dernière question dans le confessionnal. Quel est votre talent caché du public? Un talent caché? Oui. J'ai un talent caché, moi? Oui. Forcément. Mais si j'ai un talent, c'est pas moi qui sais, si? Si. Je dois savoir si j'ai un talent caché. Ça peut être quelque chose que vous faites avec la main, mais que forcément les gens ne savent pas que vous savez le faire. Peut-être un amour pour la peinture, le tricotage, la couture, la tresse, tout ça. Et même, je ne sais pas. J'aime bien bricoler. Bricoler. Oui, j'aime bien bricoler. Un talent caché. Déjà, c'est à trait avec votre travail. Donc, bien sûr, c'est un talent caché aussi, le bricolage, rafistoler les choses. Essayer de rafistoler des choses. Oui, de prendre des choses et de les... par-ci, par-là, de les mettre ensemble, ça donne un truc waouh. Bien sûr. On va dire ça comme ça. Oui, j'aime bien agencer des choses. Une dernière question. Avec une somme de 500 millions aujourd'hui de francs guinéens, bien sûr, qu'est-ce que vous feriez? 500 millions? Oui. 500 millions de francs guinéens? Ça fait quand même beaucoup d'argent. Bien sûr. Qu'est-ce que je ferais avec 500 millions de francs guinéens? Personnellement, je ne sais pas si... Est-ce que c'est parce que je suis étrangère ou quoi, mais j'ai l'impression que la Guinée est en train d'aller quelque part. Donc, j'ai l'impression que le pays est en train d'aller quelque part. En termes de peut-être de vision, de structuration,
donc les 500 millions que j'aurais, ce ne serait pas pour gérer le pays, ça c'est sûr, parce que le pays a l'air d'aller quelque part. Donc il y a pas, on peut se dire oui, si j'ai l'argent, je vais me lancer dans des grands chantiers. Non, c'est pas ça. Peut-être avec 500 millions. Peut-être éjecter l'argent dans le festival. Pas forcément le festival, mais il y a plein de choses qui sont en train d'être faites et qui ont besoin peut-être d'un boost dans le domaine de la culture et de la culture graphique. Il y a des projets de bibliothèques qui sont déjà bien avancés, mais qui ont besoin d'avoir plus d'appui. Il y a ce rapport au livre et je sais qu'il y a des initiatives publiques dans les langues. Quand je suis arrivée en Guinée, je ne savais pas qu'il y avait autant de langues parlées. Moi, je connaissais que les langues classiques, c'est-à-dire, je ne les parle pas, mais le soussou, le poulard ou le malinké. Et puis j'ai appris qu'il y avait plein d'autres langues. Et après, moi, avec votre nom, Mandeng, je me suis dit, elle est malinké, hein? Après, je fais peut-être, elle a son papa qui est camerounais, sa maman, elle est malinké, Mandeng, oui, c'est le Mandeng quand même. Pas du tout. Non, parce que c'est épée j'ai laissé la prononciation parce que ça fait Mandeng, mais c'est épée Mandengue. Et c'est même pas épée Mandengue, c'est épée Mandengue. Ça, c'est comme ça qu'on le prononce chez moi. Ok, d'accord. Et épée qui s'écrit comme une épée, pour les Européens, ils vont penser que j'ai un... Ouais, mais tu t'appelles épée, donc c'est comme une épée de Damoclès et tout. Pas du tout. Ça veut absolument pas dire épée dans ma langue maternelle. Ça a plus à voir avec... C'est marrant parce que, comme on en parle aussi, ça a plus à voir avec le fait de fertiliser un endroit. D'accord. De fertiliser un endroit. Et vous portez très bien votre nom. C'est marrant. Bien sûr, et vous portez super bien le fait de fertiliser. Non, franchement, oui. C'est marrant. J'y pense maintenant, mais c'est marrant. Oui, donc... Mais oui, quand je suis arrivée ici, je me dis, mais oui, mais Mandingue, mais pourquoi on est alors du coup si loin? Mais ça montre aussi quelque part, ça veut dire que au-delà du XIIIe siècle, où on est parti, mon ethnie a quitté le bassin du Congo, ça se trouve, il y a eu des ancêtres qui venaient de la zone d'Afrique de l'Ouest. D'accord. Une dernière question. Est-ce que vous avez été sincère? On était à la dernière question. On était à la dernière, mais est-ce que vous avez été sincère avec nous dans ce confessionnal? Bien sûr. Bien sûr. À 100%. Sans détour. Sans détour. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, je conclus donc que Madame Joëlle Épée Mandengue, c'est ça, a été sincère avec nous dans ce confessionnal. Cap sur la phase finale tout à l'heure après le générique. Nous sommes donc dans la phase finale de ce grand entretien. Nous allons aller juste avec deux dernières questions. Je ne vais pas faire trop. Une citation qui dit « La bande dessinée unit ce que l'on voit à ce que l'on ressent. Elle parle au cœur aussi fort qu'à l'esprit. » Ah oui, c'est une très très belle citation parce que c'est vraiment ce que la bande dessinée fait. C'est une connexion entre l'auteur et le lecteur. D'accord. Entre ce qu'on voit. Je dis souvent que pour ceux qui ont lu les BD franco-belges en Astérix, prenons Astérix, dans ma tête, je ne savais même pas que Astérix avait la calvitie et je me créais ma propre voix d'Astérix. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils lisent des mangas, ils se créent leur propre voix du personnage. Donc, il y a un lien qui se crée entre l'image, le texte et la propre vie du lecteur et qui les connecte. C'est vrai. Super. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes Africains qui veulent se lancer dans la BD, notamment aux femmes? Parce que on se dit que non, les bandes dessinées, ça fait long, c'est pour les hommes. Voilà, il y a un peu ce stéréotype lié à cette carrière-là. Quel est votre... Qui est-ce que je dois regarder? Regardez là. Oui. Non, mais plus sérieusement, pour les femmes. Je vais dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. D'accord. Si tu es une jeune fille, que tu aimes dessiner, tu es née à la bonne période, tu es née au bon endroit, tu es née
à la bonne saison. Pourquoi? Là, je vais l'expliquer. Comme j'ai dit, moi, au début, je pensais pendant longtemps que voilà, l'environnement n'était pas propice. Mais, pareil, en grandissant, j'ai réalisé qu'un homme n'aurait pas pu être qui je suis aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il aurait dû abandonner pour se marier. Il aurait certainement investi pour gérer sa vie de famille, payer les factures et faire tout ce que je fais, autrice de BD, directrice de festival, commissaire d'exposition, conseillère graphique sur différents événements et tout. Un homme n'aurait pas pu se lancer à corps perdu, tout plaquer du jour au lendemain pour aller faire des études de 3 ans dans un pays étranger, tout plaquer en quittant son pays d'origine, aller dans d'autres pays. Il y a des conséquences qui font que juste moi, femme, j'aurais pu faire ça. Et pareil, pendant longtemps, je croyais que en me mariant, parce que je m'étais renseignée un tout petit peu, j'avais vu que certaines femmes qui m'avaient précédée dans le domaine de la BD dans d'autres pays, une fois qu'elles étaient mariées, elles avaient mis ce rêve de côté. Parce que la vie de famille, la vie de maman et tout ça, elles laissaient ce rêve de côté. Donc j'avais peur de me marier parce que je ne voulais pas perdre ce rêve. Mais c'est très particulier parce que je suis libre. Je suis encore plus libre de rêver maintenant que je suis mariée avec enfant. C'est très particulier. Parce que j'ai un partenaire de vie qui a compris mon rêve et qui me donne les outils et l'espace pour rêver au maximum. Ça veut dire que pour la gestion de la vie de famille, si je dois partir à un événement, si je dois aller dans un festival, ou comme là, je suis dans les préparations du Bilili Pop-Up, il est la colonne vertébrale, et Dieu sait, nous savons l'importance de la colonne vertébrale pour que le corps tienne. Toute activité du cou, de la tête aux jambes dépend de la colonne vertébrale. Il est la colonne vertébrale de toutes mes activités. Et il permet, même quand je voyage, quand on me dit, oui, mais comment pour les enfants et tout, il me donne le confort moral pour que je ne me pose pas les questions de « Ah, mais je vais laisser à qui ?» Non, non, je ne me pose pas ces questions. Et du coup, je peux vraiment foncer dans tous les projets que j'ai à cœur pour les réaliser. Donc, pour une jeune fille, je dirais, si tu as ce rêve, nourris-le. Renseigne-toi. Avec les réseaux sociaux, tu peux apprendre. Il n'y a pas toujours des écoles de bande dessinée dans nos pays, mais il y a Internet. En attendant qu'il y ait le bon festival, sachant qu'en plus, dans le Bilili Pop-Up Conakry, on a des ateliers de formation. Le festival, l'entrée est gratuite. La participation à toutes les activités est gratuite. La seule chose qui est payante, et c'est nécessaire pour la survie de ces auteurs et pour qu'ils puissent vivre, donc quitter la survie pour vivre, c'est acheter les livres. C'est la seule chose qui est payante. Tout le reste est gratuit. Donc, il faut venir pour se former le temps du festival, se renseigner sur les réseaux sociaux pour voir comment une autre femme que moi trouve son équilibre. Il faut se dire qu'on est là au bon moment. Là, maintenant, cette place que j'occupe, aucun homme n'aurait pu l'occuper parce que tous mes contacts, tous mes amis que j'ai connus il y a 20 ans, 25 ans ou 30 ans, qui aimaient la BD comme moi, personne n'a pu tenir comme moi parce qu'à un moment, ils ont fondé une famille, les hommes, et ils ont laissé ce rêve. Or, moi, je continue à rêver. Ça veut dire que la femme peut trouver sa place dans cet environnement sans compromettre ni son foyer, ni sa vie privée et autres. Après, il faut juste prier Dieu de trouver le bon partenaire parce que ça aussi, pareil, on n'a pas toujours la main sur le futur. On ne sait pas de quoi le futur est fait. Mais il y a un Dieu qui connaît le futur, donc s'en remettre à lui pour être avec la bonne personne qui va être à la suite de ces moteurs à réaction là pour qu'on continue à voler. Donc ce serait ça. Tu n'es pas au mauvais endroit. Tu n'es pas une erreur, c'est-à-dire que tu aurais dû naître garçon pour bien t'exprimer dans ce domaine. Non, tu es né femme, c'est pour un but. Tu es dans le pays où tu es, c'est pour un but. Tu vas certainement marquer ta génération, mais il faut travailler pour ça.
Il faut te renseigner pour ça. Il y a plein d'outils pour que tu existes. Donc, et après, si tu es en Guinée, manifeste-toi au Bilili Pop-Up de Conakry. Oui. Manifeste-toi pour les ateliers pour que tu puisses avoir le bon encadrement afin de pouvoir t'épanouir beaucoup plus tôt. Chers téléspectateurs, elle a dit tout à l'heure, Madame Joëlle Epemandeng, qu'elle avait une qualité, celle de conseiller les gens. Eh bien, voilà, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle vous a conseillé, elle a conseillé tout le monde, particulièrement les femmes qui veulent se lancer vraiment dans la BD. Et surtout, ce que moi, je vais rajouter, c'est de prendre part à ce festival, le Bilili Pop-Up Conakry. Franchement, ça sera de la pépite. Oh, merci, oui. Merci beaucoup. On promet en tout cas quelque chose de grandiose. Nous, Kadi FM, on va prendre part à cet événement pour donner vraiment de la force à cette dame qui est vraiment aujourd'hui le centre, je vais dire. Hein? Voilà, toutes les femmes, si vous voulez prendre vraiment exemple sur une personne qui a déjà réussi, prenez exemple sur elle. Allez, on se dit à demain, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Merci de nous avoir suivis.